sommes en novembre 2018. Voilà 7 ans que la Syrie subit une guerre d'agression internationale que les puissances occidentales présentent comme une guerre civile, une lutte de libération démocratique. Si cette guerre a été déclarée par des États, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, elle est menée par des mercenaires, ces fameux djihadistes que nos médias appellent rebelles modérés. Depuis 2011, plus de 250 000 combattants de 150 nationalités différentes se sont engagés contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Peu formée mais armée, encadrée et financée, cette armée non étatique s'est heurtée à la résistance de l'État syrien, aidé par ses partenaires russes, iraniens et libanais. Aujourd'hui, le peuple syrien est plus solidaire que jamais, plus aguerri, moins manipulable. L'armée arabe syrienne a repris la quasi-totalité de son territoire aux terroristes. La rhétorique anti-Bachar de la coalition impérialiste semble vouée à l'échec. Pourtant, la volonté de faire de la Syrie un État soumis et déstructuré, comme en Irak, en Afghanistan et en Libye, ne faiblit pas. Les directives et injonctions émanant du Pentagone et d'Israël le prouvent. La reconstruction sereine de la Syrie semble être l'enjeu majeur du moment. Désormais, ce sont les sanctions économiques qui freinent la renaissance du pays. Franck Pertegas et moi, Pierre Debrague, sommes partis à la rencontre de la population syrienne et des analystes qui vivent sur place pour envisager l'avenir de cette région du monde qui cristallise des intérêts dépassant de très loin ce qu'en disent les médias officiels. Un an encore avant notre arrivée, les roquettes pleuvaient sur Damas depuis le quartier de Jobar. Au plus proche des événements depuis le début, Thierry Messant, l'écrivain français exilé en Syrie, nous livre son analyse sur le conflit. Alors, dans un de tes récents et derniers articles, tu disais justement que l'avenir de la Syrie, puisque nous sommes à Damas, se joue en partie par ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Oui. Parce que si Trump se fait délégitimer et peut-être destitué, hypothétiquement, c'est tout l'avenir du Proche-Orient qui bascule. Ah oui, absolument. Absolument. Et bon, ça se voit de manière très claire dans l'attitude de tous les pays qui sont impliqués ici. Bon, depuis 2 mois, plus personne ne bouge. On attend de savoir qui va gouverner les États-Unis. C'est même stupéfiant parce que, par exemple, dans l'affaire d'Idlib, la Syrie voulait attendre les élections pour ne pas pousser Donald Trump à intervenir en campagne électorale. Alors que la Russie souhaitait intervenir tout de suite. Puisque, c'est vrai, si on n'intervient pas tout de suite, la situation se consolide sur place et ça va devenir beaucoup plus compliqué au plan militaire. Mais la position ici, c'était d'accord, ça va être plus compliqué au plan militaire, mais si on gagne et que immédiatement l'armée des États-Unis nous tombe dessus, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Et finalement, la Russie s'est rangée à la position syrienne. Aujourd'hui, Damas est complètement libérée et sa banlieue Jobar débarrassée des mercenaires sous-traitants de la terreur. Nous prenons la direction d'Alep en bus pour recueillir d'autres témoignages. Les routes directes pour Alep sont désormais libérées, encore très surveillées, mais libérées. 1 an en arrière, l'itinéraire était légèrement différent et le voyage plus long. Les routes étaient moins sûres. Vous pouvez observer sur cette carte l'itinéraire emprunté. Nous sommes bien arrivés à Alep. Dans cette ville historique qui a connu de terribles combats ces dernières années, la vie reprend son cours. Sur place, nous rencontrons l'humanitaire français Pierre Lecorf. Et encore une fois, je ne suis ni rien ni personne. Je ne suis qu'une personne qui vit à Alep, qui raconte ce qu'il pense, ce qu'il a vu, Je ne suis pas un analyste politique, je ne suis pas un analyste humanitaire. Je partage une opinion. Chacun se fait sa propre opinion. Mais il serait temps que les gens se posent un peu plus de questions. Un tout petit peu plus de questions. Tu peux nous dire un tout petit mot sur les casques blancs? Imaginons que je suis un casque blanc. Maintenant, je prends un pistolet et je te tire dans le ventre. Je mets mon casque blanc, je t'emmène sur mon épaule à l'hôpital, je reçois un prix Nobel. Je t'ai sauvé,
mais c'est moi qui t'ai tiré dessus. Il y a un moment, il faut savoir, on ne peut pas être ni voleur ni policier. Il faut être voleur ou policier. On ne peut pas forcément jouer sur les deux rôles. Et là, aujourd'hui, les casques blancs sont devenus un outil de propagande, financé par de multitudes de gouvernements. So I'm proud to say we're giving them another, I think, £32 million of funding as part of a wider £65 million. Through USAID, about $23 million in assistance to them. Ces gens-là, aujourd'hui, sont comme la plupart des organisations humanitaires qui se prétendent uniquement humanitaires, sont des organisations qui ont un pouvoir politique, qui ont un pouvoir sur l'impression, sur la sensibilisation, sur le regard, sur la perception. Et l'objectif des casques blancs aujourd'hui n'est dans aucun cas de sauver la population. L'objectif des casques blancs est de mobiliser l'opinion dans un sens bien spécifique. Je ne serai pas la personne qui va défendre les techniques militaires qui ont été utilisées par la Russie ou par la Syrie pour avancer rapidement et libérer Alep. Mais si Alep n'avait pas été libéré de la manière dont ça a été libéré, ce serait des milliers de morts en plus. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et en tant qu'humanitaire, on va me dire oui, mais tu ne devrais pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais il faut être pragmatique. J'aimerais sauver le maximum de gens. Je ne supporte pas. Il y a des gens que j'ai pu sauver, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens que j'aide au quotidien. Mais je vais poser la question. Je vous donne le choix. Vous tuez 100 personnes maintenant, mais vous en sauvez 1000. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez attendre que 1000 et 100 meurent? Ou alors est-ce que vous allez considérer que 100 personnes qui meurent, c'est plus logique que 1100 personnes? Certains vont dire, encore une fois, t'es humanitaire, t'as pas le droit de dire ça. C'est faux. C'est une réalité. Je veux que des gens vivent. Et des gens qui vont mourir, c'est une guerre. C'est pas un génocide, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est ce que les gens oublient. Et on manipule les gens en dehors pour leur faire croire, oui, mais en fait c'est des avions, ils tuent les gens simplement, gratuitement comme ça. Non, c'est une guerre. Alors, ici, je dis qu'il y a 2 mois et demi qu'ils étaient assiégés, les soldats syriens, à l'intérieur de la citadelle. Et tout autour, c'était les terroristes, autour de la citadelle. Après, qu'il me dit un soldat qui a participé aux batailles la semaine passée, il m'a dit l'armée syrienne, pendant 2 mois et demi, ils ont essayé de récupérer ce morceau-là, arriver jusqu'à là. De là, tout ça ici, arriver jusqu'à là. Il faut prendre ce immeuble-là. Tu vois l'immeuble-là qui est en face. Il est intact là. Oui. Il faut le prendre à n'importe quel prix. Après 2 mois et demi, pendant 2 mois et demi, ils ont réussi d'arriver jusqu'à là et c'était le point qui sépare entre les deux fronts. Peut-être qu'ils essayaient de reprendre un point. Alors lui, il était tu vois là les deux... Les dômes, ouais. Oui. Coupole, là les deux. Ouais. Il était à l'intérieur, lui. D'accord. Et de là-bas, il sort pour faire des missions, des opérations à pied. Hein. C'était accrochage face à face. Ouais. C'est combat de rue. Tout à fait. Bah là, dans les ruelles. Mais en fait, c'était juste... Là, c'est la mosquée qui est détruite, là. Oui, c'est une mosquée, grande mosquée. Une mosquée, qui est détruite. Qu'ils reconstruisent, là. Parce que c'est vrai que par rapport à l'année dernière, les Russes sont quand même nettoyés. Et on voit les destructions, hein, c'est détruit, mais on voit que ça se reconstruit petit à petit. Hein. À l'intérieur, si tu veux, on peut passer. Ouais. De l'extérieur, on voit les pierres, comment ils sont... Ils les mettent avec des numéros. Tout à fait, Ils récupèrent les pierres pour refaire, essayer de se rapprocher de ce qui était avant, voire mieux. Quoi. Le quartier, c'était un quartier très important ici à Alep. Mais ça a été l'un des premiers qui a été pris. C'était quoi? C'était un quartier industriel, ça? Ça, c'était un quartier industriel. Ouais. On va pas aller trop loin par là, tu vois, ça par exemple. Mo Ahrar al-Sham, Ron, chouf. Ahrar al-Sham? Eh, c'est oui, Harakat Ahrar al-Sham, oui. C'est marqué. Tu vois. Liwa al-Islam aussi. La brigade de Liwa al-Islam. Nour al-Islam. Nour al-Islam. La brigade de Ahrar al-Sham aussi, al-Islamiyya. Tout ça sont des groupes mercenaires djihadistes. Tout le quartier ici était entièrement occupé par Ahrar al-Sham, ces différents bataillons, comme ça. Et la plupart, le problème c'est que c'est des guerres, c'est une guérilla. C'est très difficile même, tu vois un bâtiment comme ça qui est détruit parce qu'ils sont occupés. Tu peux voir, il y avait
c'était utilisé, je veux dire, par les terroristes. Le problème, c'est que l'armée ne peut pas avancer dans des endroits comme ceux-là. Elle ne peut pas avancer. La seule manière, c'est de bombarder. Ouais. Parce que chaque fois que tu enverras un soldat ou 10 soldats, il y a des snipers. C'est plus coûteux, mais c'est plus valable d'envoyer des avions pour bombarder, plutôt que d'envoyer des soldats qui vont se faire tuer par les embuscades. Tout à fait. Et puis là, il y avait peut-être beaucoup moins de civils, non? Il n'y avait pas de civils ici. Il n'y avait pas de civils, donc... Ici, c'était que des zones de travail. Quand ils sont arrivés, tout le monde est parti. D'accord, ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un fief. Malgré la ferveur des Aleppains à reconstruire leur ville, Alep conserve des stigmates impressionnantes des affrontements. Cette ville clé est réellement libérée depuis très peu de temps. La citadelle d'Alep est un lieu incontournable de la ville. C'est aussi un très bon endroit si vous souhaitez rencontrer et échanger avec les Syriens. Allez, vas-y. Donne l'autorisation pour danser, chanter sans problème. Voilà, petit déjeuner traditionnel à Alep. C'est à Alep, tu peux trouver à Alep. Donc fromage, c'est ça? Fromage. Là, c'est du semoule avec du sucre, de crème fraîche. Voilà. Tu le mets, ça sera fondu. D'accord, très bien. Donc on met un peu de fromage dedans, c'est ça? Ouais. Il va fondre et puis après on prend Tu veux manger avec du pain, on prend pas. D'accord, très bien. On va faire avec le pain. Bon je vais vous dire si c'est bon. J'en doute pas en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai très bien mangé. Parfait. Il est temps pour nous de nous rendre dans les quartiers est d'Alep, zone qui était sous contrôle terroriste pendant la guerre. Il y a encore un an, il était difficile de s'y rendre. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir échanger avec les habitants qui sont revenus dans ce quartier. Ici, dans cette rue, il y avait les casques blancs. Alors, cette rue-là, en 2016, avant que l'armée syrienne récupère le quartier, les casques blancs, ils ont fait sortir une vidéo comme quoi il y avait un massacre dans cette zone-là, un massacre fait par l'armée syrienne. Et c'était faux parce qu'après, quand c'est libéré, on a rencontré les habitants d'ici qui étaient sur place. Alors c'était une pièce de théâtre qui était faite par les casques blancs. C'est les gens, les habitants qui voulaient sortir et rejoindre la zone de l'armée syrienne. Tous les gens là, ils étaient massacrés. Hein? Les snipers, ils ont les tués. Et il y avait plein par terre sur la rue, plein de cadavres. Alors là, le casque blanc, ils ont profité de filmer comme quoi c'était fait par l'armée syrienne. Ils ont pris des dizaines de cadavres et il y avait un grand tournée qui disait voilà un massacre qui a été fait. Et c'était en réalité fait par les snipers pour empêcher les gens de sortir. Et il y avait pas mal de trafic d'organes à ce moment-là.
beaucoup des cadavres qui étaient disparus. Trafic d'organes sur des gens qui ont été blessés, qui ont été envoyés dans les hôpitaux, qui ont disparu. Vol direct sur les cadavres. Abandon de gens qui sont blessés dans des immeubles puisque les films sont arrêtés. Il faut savoir que les casques blancs ne reçoivent leur salaire que s'ils produisent des vidéos des gens qu'ils sont capables d'aider. Et un grand nombre de situations financières qui font que les casques blancs sont directement connectés à Jabhat al-Nusra. Il n'y a pas un seul centre de Jabhat al-Nusra qui ne détient pas son propre centre des casques blancs. Les casques blancs qui ont été créés par les services secrets britanniques et Syrian Charity qui a été créé aussi par les services de renseignement américains et israéliens pour objectif, soi-disant aider le peuple syrien, mais en fait ils aident les terroristes. Ils réunissent des quantités importantes d'argent dans toute l'Europe et dans tous les pays en émouvant les personnes de tous les crimes qui sont commis en Syrie et puis en leur soutirant de l'argent donc pour soi-disant soutenir le peuple syrien alors qu'en fait ils soutiennent les terroristes avec cet argent. Nous continuons à avancer dans le quartier Est et la vie se fait de plus en plus présente. Nous allons donc à la rencontre des habitants. La situation actuelle, la vie a repris, ça va beaucoup mieux là maintenant. Il dit merci Dieu, là maintenant on est très bien. Ça fait 3-4 mois il a repris sa activité ici. Et ses enfants, ils sortent et ils rentrent tout seuls. Avant, ce n'était pas le cas. Les enfants, ils ne sortent pas de la maison. ضل هون بالمكان ما قدر يطلع يعني للجهه الثانيه. هو ضل كاني في عند بنايه كامله له يعني مسكن له يعني البيت اللي عم بيطلعوا منه عم بينشلوه بيدخلوا عليه وبينشلوه ما عم بخلوا فيه شيء. ايه شو دخل هو ما رضي يطلع مشان يحمي بيته يعني. مشان يحمي بيته وين ديروا ما عنده مكان ثاني يعني يبرك فيه. Lui il a resté avec les terroristes où il se trouve. Il était obligé parce qu'il avait un immeuble complet, qu'il y avait des choses dedans. Il ne voulait pas quitter sa maison et pour protéger sa maison, il a resté. Et en plus, il a nulle part partir. Il ne peut pas partir nulle part parce qu'il a ici la personne ailleurs. كيف كنتوا تاكلوا كيف كنتوا تشربوا يعني المو بارك معهم المو منتسب معهم بده مثلا بده يجيب ربطه الخبز بده يحط 400 500 ليره هي كان حقها 20 25 ليره. Alors il dit que avant l'arrivée des terroristes ici il y avait tout et après quand ils ont arrivé c'était contrôlé par eux-mêmes. Ils donnent des gens qui ont envie de le donner, les gens qui sont avec eux et le donnent à manger et boire gratuitement sans problème. Et les gens qui ne sont pas avec eux, ils sont obligés d'acheter par exemple le pain. Avant c'était 20 livres et quand il y avait les terroristes, ils l'achètent à 400 livres. Aujourd'hui Alep est libérée. Aujourd'hui les gens vivent. Il y a encore 30% de la ville qui est bombardée. À l'époque, pendant le siège d'Alep, parce qu'à l'époque on était assiégés ici à Alep. Quand l'armée a contourné sur l'unique route que l'on avait, le siège du siège, ils ont assiégé les terroristes qui nous assiégeaient. Parfois il n'y avait plus de route. Parfois la route était fermée, Alep était fermée sur elle-même. Quand le siège a été terminé, quand les terroristes sont sortis, ce sont des milliers de personnes qui ont été libérées. Des milliers. Et sur 130 000 personnes qui étaient à Alep Est, ce sont plus de 90 000 qui ont fait le choix de venir à Alep Ouest. Plus de 90 000 qui ont fait le choix de venir en zone gouvernementale, qui était la zone qui leur envoyait les bombardiers. Pourquoi? Les bus verts ont été mis à disposition 3 mois avant la libération. Tous les 2 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines, il y avait des bus verts mis à disposition pour libérer les quartiers, dédiés aux terroristes qui pouvaient partir avec leurs armes légères, dédiés aux civils qui voulaient rejoindre Alep directement avec le Croissant Rouge et les organisations humanitaires. Des milliers de personnes ont été évacuées ce jeudi des dernières poches rebelles d'Alep, après la signature d'un accord entre les insurgés et le régime syrien. L'ONU estime à 40 000 le nombre de civils toujours présents dans les quartiers en ruine d'Alep Est. Leur évacuation pourrait durer plusieurs jours.
Les convois sont escortés par le Comité international de la Croix-Rouge et les Croissants-Rouges syriens et turcs. La majorité des gens sont restés et sont partis à la fin. Certains, on va dire oui, ils sont partis à cause de la guerre, non. Une majorité des gens sont venus ici parce qu'ils sont venus pour être libérés. Les tout derniers bombardements sur la Syrie ont été officiellement commis par l'État d'Israël. Enfin, comment la population vit justement cette espèce de dévoilement, le fait que ce soit l'État d'Israël qui attaque directement la Syrie? Pour la Syrie, enfin pour le peuple syrien, c'est pas une grande découverte parce que on voyait toujours en fait la figure de l'occupant sioniste derrière toutes les agressions et surtout derrière les terroristes. On sait que les sionistes ne sont pas loin par rapport à toutes ces agressions terroristes, ils les soutiennent, mais en fait ça s'est complètement dévoilé au grand jour lorsque les Israéliens ont soutenu les terroristes Al-Golan, les terroristes d'Al-Nusra, ils les ont accueillis dans leurs hôpitaux. There have been reports that Israel's been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is of course the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. And I think that when you have people who are wounded and you can deal with them in a humane way, the considerations as to whether to take them in are not simply whether it's politically useful or whether it's politically So it's purely humanitarian, you say? So there's no tactical or political strategic... I didn't say there's no tactical. I said the main consideration, the immediate consideration is humane. Ils leur ont fourni leur banque de données à démolir, à détruire. Ce qu'il y a, les objectifs à détruire, ils ont été donnés par Israël, par l'occupant sioniste, aux terroristes pour les détruire. Et puis dernièrement aussi, le dernier point, toutes les agressions ouvertes. Alors, puisque les sionistes attaquaient lorsque les terroristes essayaient d'avancer, donc c'était la couverture aérienne des terroristes. Mais qu'est-ce que vous répondez, Bernard-Henri Lévy, à ceux qui vous accusent d'avoir finalement poussé le président Sarkozy à entrer en guerre en Libye et qui aujourd'hui, je voyais un article dans Mediapart qui vous qualifie, je le cite, de VRP de la guerre? Eh bien, je leur réponds que si j'ai vraiment joué ce rôle auprès du président Sarkozy, j'en suis très fier, parce que j'ai évité à la Libye de devenir une autre Syrie. Voilà. Si vraiment j'ai joué ce rôle, a été évité 2 Syries. Aujourd'hui, on n'aurait pas une Syrie, on en aurait 2. Et la Syrie, c'est la honte de notre génération. Pour résumer un peu les choses, je vous dis, presque par cœur, l'email que j'ai reçu 2 jours avant de partir à Paris. J'ai voyagé le 21 octobre. Je suis rentré le 31. 2 jours avant, je reçois un email d'un ami, écrivain, dans lequel il me dit « Père, j'étouffe ». Il a donné 40 ans. J'étouffe. Je me demande si je vais pouvoir continuer à vivre en France. Je pense sérieusement venir en Orient et pourquoi pas en Syrie. Pour moi, continuer à vivre en France sous occupation sioniste, telle qu'elle, sous occupation sioniste, me paraît intolérable. Je l'ai vu à Paris. Il était dans tous ses états, réellement. D'ailleurs, j'ai rencontré un tas de gens engagés pour la Syrie et pour la défense du droit en tant que droit, un peu partout, y compris la France. Mais tous sont d'accord pour reconnaître que vraiment la France va vers un avenir pas seulement incertain, je dirais malheureux, y compris l'Europe aussi. Parce que ce qui se passe en France, pour vous Français et pour moi qui connais la France depuis 55, les choses me paraissent évidentes et ne me sont pas très évidentes par rapport aux autres pays de l'Europe.
Mais tel que je vois la politique européenne à la remorque des États-Unis, je me dis, c'en est fait de toute l'Europe. C'était quoi du coup? Le savon? Tu disais quoi? Le savon d'Allah, il y en a partout. Ah bah ouais. Et ça veut dire, c'est repris. C'est la fabrication de cette année. Oui. Toujours au cours de notre escapade dans Alep-Est, nous sommes chaleureusement invités à boire le thé. Voilà, alors il a vu qu'on passe, ils sont en train de faire le thé, il nous invite à boire le thé avec eux. Hein? Ils sont d'ici. Ah, super. Ils sont d'ici. Il ne reste rien, ils ont détruit tout, ils ont volé tout ici. Quand ils ont quitté, ils sont partis, ils ont laissé, et là ils sont retournés, ils ont trouvé que tout est détruit. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est très intéressant. Ouais, dis-moi. Alors, ils vivaient ici. Toujours il y a la guerre. Ils sont partis chez son fils. Son fils, il habite à Sefeddin. Aussi, c'est la frontière entre Alep-Est et Alep-Ouest. Aussi, c'était pas. Ils ont resté un an, mais c'était pas possible aussi. Il y avait beaucoup de la guerre et mort. Ils ont pris son fils, ils ont le gorgé. Ils étaient égorgés par les terroristes. Et à ce moment-là, lui, il peut plus rester ici. Il est parti à Dubaï, il a resté là-bas jusqu'à ce que la guerre est finie, il est retourné. Les islamistes, ça n'a aucun rapport avec la religion musulmane. Mais aucun rapport. Les islamistes, c'est un courant de pensée politique. Alors certes, ces gens citent le Coran à tout bout de champ, mais un Coran tronqué dont ils ont choisi quelques extraits dûment sélectionnés. Donc depuis maintenant, depuis 1978, en fait, l'OTAN a récupéré cette mouvance qui au départ travaillait pour les Britanniques exclusivement en Égypte pour commettre quelques assassinats politiques. Donc l'OTAN a récupéré ça, en a fait un groupe très construit qu'elle a utilisé comme supplétif, comme une armée supplétive. Ça n'est plus des commandos, c'est une armée supplétive. Donc on a utilisé ces gens en Afghanistan, d'abord contre les soviétiques, après on les a utilisés en Bosnie-Herzégovine, à nouveau en fait contre les pro-russes, et puis on les voit aujourd'hui un peu partout dans le monde musulman en train de commettre des attentats, de tenter de renverser des gouvernements, etc. Alors il se trouve que ces gens-là, comme ils obéissent au commandement de l'OTAN, il y avait ici pour la Syrie, il y avait un commandement qui était à Izmir en Turquie, le Landcom de l'OTAN, qui donnait les instructions à l'ensemble des groupes djihadistes pour les coordonner. والخفيفة من المدافع والدبابات والقاذفات والرشاشات الثقيلة إلى الذخائر المتنوعة قليل جدا مما قمنا بضبطه في الميادين ونحتاج إلى أكثر من 6 أيام لنقل العتاد الذي خلفته داعش بعد تحطيم هذه الأسطورة. طبعا الأسلحة متنوعة. الذخائر التي ضبطت هي صناعة غربية وبإمكانكم أن تشاهدوها وتصوروها موجودة في الحاملات. المدافع التي تم تلاحظون مدفع مثلا عيار 152 يمكن أن توجه الكاميرا إليه. مدفع عيار 152 يستخدم في حلف الناتو. Comme l'OTAN soutient ça, les pays de l'Union européenne ont été conduits à soutenir ces gens-là. Donc ça a commencé sous François Mitterrand, qui a reçu tout un tas de responsables des frères musulmans auxquels il a donné l'asile politique, mais ça continue aujourd'hui. Et les attentats que l'on voit en France ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas ce soutien donné à ce groupe. Or, ce groupe a une idéologie et maintenant cette idéologie se répand sans être contrôlée d'en haut.
Donc maintenant, il y a des gens, ils ne reçoivent d'instructions de personne, mais ils sont convaincus par cette idéologie, ils vont commettre même des attentats de leur propre initiative. Ibrahim, un blessé de guerre, volontaire dans l'armée syrienne, a souhaité nous faire visiter Alep de nuit. Il est très fier d'avoir participé à sa libération, sachant qu'en tant que fils unique, il n'était pas obligé de faire l'armée. Ah, on mange bien en Syrie. Hein. À Alep, on mange avec les raffinés de la cuisine. C'était la masse de front, là. C'est une de front. Il est temps pour nous de retourner sur Damas. Quel plaisir de pouvoir se promener dans les rues de Damas et de croiser tous ces visages. On a l'impression qu'il ne s'est jamais rien passé. Ce n'est pas vraiment le moment de jouer les touristes. Nous continuons le voyage pour ramener le maximum d'images. Bon, on va où? On va direction Hama. Hama. Ouais, c'est ça. Hama. Là, on a passé Homs ou pas? Bah ouais, on est un peu dans la région là. Ok, on a dépassé Homs, on va en direction de Hama et... Qu'est-ce qu'on va faire à Hama? On va à Mahdeh, moi je le prononce très mal. Et on va voir des positions militaires, des choses comme ça. Positions militaires sur place, on va rester dormir sur place et on retourne à Damas demain. Voilà. On continue de périple en bus. Et on n'a pas dormi grand chose. Et on sera à peu près à mi-chemin d'Alep. Ah, c'est ça. À l'équidistance de Damas et d'Alep. C'est assez grand la Syrie. Ouais. Grand pays. C'est vaste. On va traverser là. Ouais. Alors faut traverser à la syrienne. Ah, moi je te suis parce que je filme. Hein. Alors tu filmes. Ouais. La traversée à la syrienne, il faut courir, il n'y a pas de piétons, c'est tu cours entre les bagnoles en fait. Et c'est vrai, hein, c'est comme ça. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, je te suis. C'est de la guerre même pour traverser quoi. Ah, c'est facile. Là ici ça c'est facile. C'est une route libérée là. C'est le moment pour nous de nous rendre sur les positions militaires. C'est le point stratégique à la frontière de la région d'Idleb, la dernière zone encore sous contrôle terroriste. Un missile. D'accord. سلامات كيفك؟ Bonjour. Bien. Bonjour. Alors, lui, et je lui demande, tu travailles la journée? Il m'a dit, moi je suis là tout le temps 24 heures sur 24. Il dit que ici, là pour l'instant c'est calme, mais autour, non, c'est pas calme. Pourquoi? Parce que l'autre côté, c'est-à-dire les terroristes, ils ne respectent pas le trait. De temps en temps, il envoie des missiles autour des villages et des villes qu'il y a à côté. Et ici, ils ont perdu 13 civils. C'était 2 familles qui étaient tuées complètement parce qu'ils ont reçu des missiles de l'autre côté, à Harb, ici.
On est à combien de kilomètres des positions terroristes? أقرب نقطة موجود فيها الإرهابيين قديش تبعد؟ 2 كيلومتر. 2 kilomètres. 2 كيلومتر. Nous, on considère que nous sommes ici la première ligne de défense pour tout le monde entier. إذا لم يتم إيقاف الإرهاب في هذه المناطق Si on n'arrête pas le terrorisme dans ces régions-là, سيتقدم باتجاه أوروبا. il va avancer plus en plus, même il peut arriver à envahir toute l'Europe. وسيجد الفرنسيون أنفسهم يقاتلون الإرهاب حول برج إيفل. Et ils vont trouver, les Français vont trouver le terrorisme est en train de combattre le terrorisme autour de Tour Eiffel. Comme Tour Eiffel, c'est un symbole de Paris, alors il a donné cet exemple-là. Si on n'arrête pas. السوريين قيادة ورئيسا وجيشا وشعبا يعلمون هذا الأمر. Alors, ici en Syrie, tout le monde il sait ça, la population, l'armée, le président, tout le monde, il sait que nous, on défend le monde entier. يجب إيقاف الظلام هنا في سوريا. Il faut arrêter ce terrorisme-là. وعلى الأوروبيين كشعب أن يعي هذه الحقائق. Alors là, il faut arrêter, ça veut dire un appel, il faut arrêter, il faut que le peuple européen comprenne ce point essentiel. وأخيرا أهلا بكم في بلدكم سوريا. Et là, vous êtes le bienvenu en Syrie, deuxième patrie, votre deuxième patrie. C'est important de le dire. Le fait que ce soit les premiers défenseurs du... Ouais, c'est le premier. Parce que là, c'est la ligne avec Idlib. Ouais, c'est vrai, c'est important. Que tout l'Occident a de la peine à reconnaître que la Syrie a gagné la bataille. Oui, c'est vrai. À un prix très cher, c'est vrai. Mais elle a gagné la bataille. Ils cherchent donc par tous les moyens à poursuivre une guerre qui épuiserait la Syrie. C'est pourquoi les États-Unis maintenant et la France, dans le nord-est avec la Turquie et dans le nord-ouest de la Syrie avec la Turquie, font des leurs, comme on dit, pour mener la vie rude aux Syriens. Les sanctions font que le pays est encore pris à partie. L'unité monétaire syrienne dépend du dollar. Les sanctions contre la Syrie sont tant diplomatiques, militaires, médicales, humanitaires. Le pays a été refermé sur lui-même. Mais les gens se battent. Les gens se battent pour recommencer à vivre. Les gens se battent pour continuer à créer. Les gens se battent pour faire comme si ça y est, c'était terminé. Pour finir, on voit qu'effectivement la coalition, donc une partie des États-Unis, on va dire, le Pentagone, la France malheureusement, le Royaume-Uni, Israël. Malgré tout, ils paraissent unis vus de loin, mais ils ont peut-être des intérêts divergents. Et puis, vu les défaites sur le terrain, est-ce que finalement cette coalition va continuer à avancer ou est-ce qu'elle est vouée à péricliter et à disparaître? Alors d'abord, cette coalition existera tant que l'armée des États-Unis sera utilisée pour mettre le désordre, non pas dans ce pays, mais dans cette région. Les autres viennent s'accrocher derrière pour suivre un mouvement, mais ils s'y accrochent avec leurs propres convictions et leurs propres intérêts. Il n'y a pas deux pays qui aient les mêmes intérêts. L'armée des États-Unis applique toujours la doctrine d'Arthur Zebrowski, l'amiral qui était aux côtés de Donald Rumsfeld, et qui expliquait qu'il fallait détruire toutes les structures étatiques de cette région. Aussi bien des pays amis que des pays ennemis. Tout le monde doit être détruit. Donc, on voit actuellement une guerre qui dure ici depuis 7 ans, depuis 8 ans en Libye, depuis 15 ans en Irak, depuis 17 ans et même plus en Afghanistan. Donc, toutes ces guerres, selon la formule de George Bush Jr., toutes ces guerres, c'est une guerre sans fin, disait-il. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach
has been found, stopped, and defeated. Et défendeur aussi. Oui, tout à fait. L'occasion pour nous de voir le quotidien des soldats basés sur les positions militaires. Donc là, il y a 5 personnes là, qui peuvent dormir ici, quoi. Bah, il peut avoir 5, oui. Ouais, 5 personnes. 5 évidemment. Ouais. Ouais, 5. Ils ont de la télé. La télé. C'est bien. تطبخوهم بتساووهم؟ ايه بيبعتوا لنا لا الجيش العربي السوري بيبعت لنا اكل. Non, bah à manger, ils ont l'armée qui envoie les repas. Mais ici, ils peuvent faire le thé, puis ça au chai, thé, Ouais. Par contre, le thé, le café, eux, ils le préparent ici. D'accord. Très bien. Regarde. Viens, Franck. Ouais, je suis. Regarde. Ils ont l'utilisé comme vase, comme dépôt pour les plantes. Mais en réalité, c'est les douilles de canon. Ouais. Ouais. Nous avons profité de la soirée pour sortir et rencontrer les habitants du coin. Nous n'avons pas été déçus. La jeunesse syrienne nous a très bien reçus, comme toujours dans ce pays martyrisé. Un agréable moment que nous avons partagé avec des amis et nos hôtes. Nous sommes à peine 2 km des positions ennemies et des zones de guerre, et pourtant la vie semble normale. La population ne veut pas céder à la terreur, un bel exemple de résistance. Attends, faut qu'on explique là. Ouais, vas-y, Il est 7h du matin, on part de Marnay, on va récupérer un bus à Hama et on retourne à Damas. Et là on vient de récupérer du basilic. Moi je viens de manger. Ouais, je crois que je vais faire pareil. De retour à Damas, c'est pour nous le moment de visiter la ville et de profiter de la vie dans cette merveilleuse capitale, comme ici dans ce glacier réputé, qui est, paraît-il, un passage obligé. Il y a tout, t'as les épices, Et tous les prix aussi. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que tu trouves par exemple la tomate de 300 livres jusqu'à 50 livres. Tu peux aller de 50 jusqu'à 300. Ah ouais. Je présente les croissants. Vas-y, faut voir ça. Bien. Alors, on a demi-pain, on a croissant. Il y en a qui sont farcis par chocolat, il y en a qui sont farcis par du fromage, ou bien des oignons, des olives. Il y a les éclairs. C'est pas mal. Damas, c'est aussi les sorties le soir, entre les restaurants, les karaokés, les bars à chicha, toujours dans une bonne ambiance où jeunes et moins jeunes se rencontrent et s'amusent. Que c'est bon de ne pas entendre une seule bombe tomber dans le coin. Dont je connais la cause.
lui pour moi, pour lui donner la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Alors justement, parlons de la France. Tu voulais nous dire deux mots de la désinformation dans les médias français, cette propagande? Oui, alors effectivement, la désinformation continue, d'après ce que je vois dans les médias français. Il continue à parler du dictateur qui tue son peuple, de la totalité des Syriens qui se rebellent contre le tyran Assad. Il y a une très grosse manœuvre de diabolisation du président Assad et de sa famille. Alors qu'en fait, pourquoi il est haï par les impérialistes? Parce que c'est bien un président qui tient à la souveraineté du pays, qui lève la tête devant les diktats américains et autres, et européens. Ces raisonnements sont tellement obscènes face à ces images d'enfants gazés d'aujourd'hui que je n'ai même pas envie de les articuler. Rien n'empêche, si on le voulait aujourd'hui, rien n'empêcherait de stopper le boucher Assad. La France a beaucoup à apprendre de la Syrie. A commencer par son opposition à cette guerre inqualifiable, sans nom. Quelle est la perception justement de la France dans la population syrienne? Alors, la perception d'abord, le peuple syrien fait parfaitement la différence entre la politique des États et entre les peuples. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte aussi dans la manière dont vous êtes accueillis dans la rue, dans la manière dont vous êtes accueillis par les gens. Tout en étant français, les gens vous accueillent les bras ouverts. Ils font parfaitement la différence entre la politique d'agression de la France et la politique amicale, je dirais, du peuple français. Une épave urbaine. Donc, t'as un plan, non? Je vous explique, j'ai un plan. Ces quelques jours en Syrie nous ont permis de mieux appréhender le sentiment d'un peuple multiconfessionnel que les bombes et la propagande ont tenté de détruire. Un peuple discret qui n'aspire qu'à vivre, qui demande simplement qu'on le laisse reprendre une existence normale. Nous tenons à remercier toutes les personnes croisées au cours de ce voyage et espérons modestement que ce reportage participera au triomphe de la vérité. Vou